Très souvent, on se dit, ouais, mais pour moi, c'est inaccessible, ça coûte trop cher, c'est des dizaines de milliers d'euros. Mais non, avec des centaines d'euros, avec quelques milliers d'euros, déjà, tu peux faire plein de choses hyper intéressantes dans ta PME. Comment finalement aujourd'hui on va recruter plus de marketing RH? On va analyser le parcours candidat de cette PME, on va se mettre à la place d'un candidat, on va mettre postuler avec des vrais faux CV, des vrais faux profils LinkedIn. Moi, j'ai 4 profils LinkedIn. On a un scoop. Ouais. Créer une marque employeur, pour toi, par où elle devrait commencer? Déjà, le sujet de la marque employeur, c'est pas lié au grand groupe. Il y a un certain nombre, effectivement, d'entreprises qui ont tout intérêt à travailler leur marque employeur. Quand t'es client, si tu vas voir des avis Indeed, des avis Glassdoor ou des avis Google et que tu te rends compte que les collaborateurs sont mal traités, est-ce que tu as envie d'acheter dans cette boîte? Ça va être mes mots à moi, mais la marque employeur, c'est faire savoir les savoir-faire d'une boîte. Quand tu étais chez Groupama, la marque employeur, c'était pas encore un sujet un peu hype comme ça l'est aujourd'hui? Non, ça a explosé après le Covid. Il y a peu de DRH entrepreneurs. Ça peut être super top, effectivement, d'avoir un jeune diplômé ou un alternant, une alternante, parce que on a code pour se dire, peut-être qu'il faut aller, effectivement, et faire un TikTok inside de ma boîte, par exemple. Plus tu vois une entreprise sur tous les canaux, plus tu deviens en effet cet employeur, le premier à qui tu penses quand tu veux changer de boîte. Beaucoup de gens ne connaissent pas les métiers des entreprises. Et est-ce que LinkedIn c'était mieux avant? Bonjour à tous et à toutes, je suis super contente de vous recevoir pour un nouvel épisode de People Place. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Florent Le Tourneur, CEO de l'agence We Feel Good et ex-DRH. On va revenir sur ton parcours. Bonjour Florent. Bonjour Maud et merci pour l'invite. Ouais, on est en plus chez toi, on est à Rennes, donc super contente d'être là avec toi. Donc en effet, Florent, je sais pas si on le sait, on te voit sur LinkedIn comme CEO de We Feel Good, mais tu es un ancien DRH et même à la base, tu es un ingénieur. Donc, on reviendra un petit peu sur ton parcours. Et aujourd'hui, tu as la tête de l'agence We Feel Good qui est spécialisée donc, dans le marketing RH et dans tous les sujets, en tout cas, de marque employeur. Et tu as aussi ton podcast. Exact. Avec ton émission On n'a jamais fait comme ça. Tu es aussi investisseur dans notamment des associations, mais aussi des entreprises. C'est quelque chose, je sais, qui te tient à cœur. Tu as investi dans combien de boîtes maintenant depuis quelques années? Depuis que j'investis, ça fait longtemps que j'investis. Je le faisais même avant d'entreprendre. Peut-être une vingtaine d'entreprises. Vingtaine d'entreprises maintenant à ton compte. Certaines ont disparu. Ok, ça. J'ai fait un x0, c'était superbe. Et certaines existent toujours, et ça se porte très bien. Et puis certaines ont été revendues, donc ça se porte encore mieux. Écoute, on va revenir un peu sur ton parcours. Donc avant d'être entrepreneur, même avant d'être RH, tu étais ingénieur. Raconte-nous un petit peu comment tu as fait en tout cas ta transition d'ingénieur à RH. À la base, je suis fils de prof. Ok. Donc j'avais décidé de pas être prof, du coup, en le voyant à la maison, et j'ai fait des études effectivement plutôt scientifiques parce que j'étais plutôt bon là-dedans. J'ai pas trop réfléchi en fait, donc j'ai fait des études d'ingé et qui m'ont amené effectivement à être ingénieur en microélectronique, et donc exactement je travaillais sur les codes de logiciels pour crypter les cartes à puce bancaires. Okay. C'était ça mon premier métier. Ça, c'était en quelle année, ça? Waouh, c'est violent ce que tu proposes comme question. Je dis l'année. 1996, 1997. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà, donc les Gen Z sont en PLS là. Et voilà, donc ça c'était mon premier job. Okay. Et j'ai commencé chez Altran, en fait, une boîte qui s'appelle Altran, qui m'a positionné chez un client qui s'appelle ST Microelectronics. Ouais, très connu. Voilà, et ce client m'a embauché. Donc chose assez classique dans le milieu quand tu es dans ce milieu de SS2I à l'époque, qui s'appelle ESN. Et puis petit à petit, mon métier était de développer. Et puis on m'a fait un peu confiance, on m'a donné un peu des projets plus lourds, avoir une petite équipe à manager. Pas une grosse équipe, mais une petite équipe. Et puis je me suis rendu compte qu'effectivement le côté management me plaisait plutôt bien. Okay. Je m'éclatais, avec le côté technique m'ennuyait de plus en plus, et c'est pas mon truc d'être 8 heures par jour derrière un ordi, quoi. C'était pas moi. Et donc à ce moment-là, j'ai pas mal réfléchi, je suis allé voir ma DRH de l'époque. Chez Altran? Chez ST Micro, parce que c'était eux qui m'avaient embauché. Ah, ils t'ont réembauché. Ils m'ont embauché. Trop bien. Okay. Et j'étais la voir, et puis je lui ai dit, écoutez, Monique, qui s'appelle Monique, je me souviendrai toute ma vie de cette femme, et je lui ai dit, écoutez, super, je suis pas mécontent, en fait, je suis payé, etc. Mais en fait, j'ai un peu le boulot au ventre parce que je viens pas avec plaisir et je préfère partir, quoi. Et là, elle m'a proposé quelque chose, une réponse surprenante que j'avais pas vu venir, moi. Est-ce que ça vous dirait de réaliser un bilan de compétences? Et j'ai demandé un bilan de quoi? Parce que je suis pas RH, quoi. J'étais ingénieur. Et donc, j'ai découvert ce que c'était qu'un bilan de compétences. Ils m'ont payé un bilan de compétences.
et payé par l'entreprise, et ce qui a révélé 2 métiers véridiques, les ressources humaines et le marketing. OK. J'ai fait: «Ah bon?» Première nouvelle, quoi, tu vois? J'ai aucune compétence, aucun atout, pour travailler dans ces métiers, mais pourquoi pas? Et la chance que j'ai eue, c'est qu'effectivement, alors il y a pas d'opportunité, de suite dans l'entreprise, mais ça m'a fait cogiter, quoi. Et puis quelques semaines après, quelques mois après même, elle est revenue vers moi en disant: «Bah, voilà Florent, au sein de la DRH France de ST Microelectronics, située à Aix-en-Provence, il y a une opportunité, d'un poste de responsable relations école, d'un campus manager France, en fait. Et on cherche un». Assez classique quand tu démarres les RH. Ouais, ben ouais. Ouais. Mais moi, ça, je savais pas tout ça. Ouais. Tu vois, je découvrais. Je connaissais pas les métiers RH, hein, honnêtement. Je pense qu'à l'époque, encore, c'était pas encore aussi bien structuré Non. de ce que ça, Mais en fait, ça le l'est profil que je aujourd'hui. cherchais, tu vois, c'était un jeune ingénieur qui allait promouvoir la bonne parole dans les écoles d'ingénieurs, plutôt pour des CDI ou des stages que de l'alternance. C'était pas ultra développé à l'époque. OK. Et je me suis dit, bah bingo, quoi. Enfin, moi, j'y vais, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai à perdre, en fait? Et je suis allé et je me suis éclaté, mais vraiment éclaté à faire ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai basculé, tu vois, du métier d'ingénieur technique à promouvoir le métier d'ingénieur chez mon employeur, en fait. Et je faisais, sans trop le savoir à l'époque, du marketing RH, de la marque employeur, du recrutement, sans avoir forcément conscience de tous ces concepts et de tous ces métiers-là, quoi. Voilà. Et puis après, dans cette entreprise, j'ai évolué ensuite en Tunisie, dans différentes villes en France. Toujours pour la même boîte? Toujours pour rester pendant OK. de nombreuses années sur des postes de SIRH dans un premier temps, où je suis allé en Tunisie installer le système de paye, mettre en place tous les outils de paye OK. en Tunisie pour ST Micro. Et il y a beaucoup de similitudes entre la Tunisie et la France sur la partie RH. Il y a des différences évidemment parce que c'est le code du travail tunisien, mais il y a quand même beaucoup de similitudes. Et ensuite, je suis allé sur des postes de RRH où là, j'ai fait au début un gros plan social, donc c'était extrêmement difficile parce que Pour toujours. pour rester, ouais, Okay. T'es resté combien de temps avec eux? je suis resté une bonne petite dizaine d'années. Ah tu oui, vois, ouais, OK. Et là, un gros plan social parce que j'ai licencié 400 personnes sur 650. OK. Donc voilà, une vraie aventure en soi, hein. Donc une vraie aventure humaine, etc. J'étais un jeune RH, hein. Enfin, T'avais quel âge? j'avais 30 ans, quoi. Ouais. 30 ans, mais j'avais pas de diplôme RH. C'était mon pauvre diplôme T'étais d'ingénieur, quoi. Ouais, t'étais pas forcément prêt à. C'était chaud, ouais, c'était chaud quand même. Alors j'étais pas tout seul, mais c'était quand même pas simple. Et puis après, je suis allé sur des fonctions plus classiques de responsable ressources humaines, responsable formation, voilà. Et puis après, j'ai évolué dans d'autres sociétés, etc., sur d'autres fonctions RH. Et donc, tu as fini DRH Ouais, alors après, j'ai rejoint un grand groupe industriel de l'agroalimentaire français qui s'appelle Lactalis. Oui. Que beaucoup de gens connaissent par ses marques, ouais. extrêmement Il est connues. bien implanté dans la région, je crois. Oui, en fait, son siège mondial est à Laval. C'est ça. Tu vois, à côté de, enfin, une cinquantaine de minutes, on va dire, en voiture de mon domicile. Et superbe entreprise. Enfin, j'ai adoré Lactalis. J'ai adoré mes employeurs, hein. Tu vois, j'ai aucun employeur où j'ai des trucs qui m'ont. Des rancœurs ou. Ouais, non, zéro. En fait, je considère que chez tous les employeurs, j'ai appris des trucs. En fait, ce qui m'a aidé ensuite à devenir, effectivement, à basculer du côté entrepreneur. Et chez Lactalis, effectivement, là, j'étais effectivement sur 2 divisions. Enfin, c'est des sortes de business units avec des fonctions, effectivement, direction ressources humaines, de division, avec des jeunes RRH que j'accompagnais dans différentes usines en France. Donc, il y avait effectivement beaucoup de mentorat, beaucoup de coaching de jeunes RRH. Et donc, c'était juste, enfin, j'ai adoré. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. Et à l'issue, voilà, des échanges avec un autre employeur. Enfin voilà, classiquement, ça arrive à plein de gens. Et j'ai rejoint Groupama, là en tant que directeur du développement RH. Et c'est là, donc là, c'était de 2010 à 2015. Et c'est là où j'ai eu vraiment des opportunités énormes dans cette structure, avec un super DRH, enfin un boss qui était le DRH, qui m'a laissé beaucoup de cartes blanches, un codir aussi qui m'a laissé beaucoup de cartes blanches, où j'ai pu mettre en place, co-travailler sur la mise en place du télétravail. On n'a pas attendu le COVID, déjà, travailler la marque employeur, l'employé advocacy. Donc, c'était déjà en avance de phase. Ouais. Okay. Franchement, c'est Groupama, c'est ça? Ouais, c'est Groupama, ouais. Tu vois, Cerise. Ouais. Voilà, donc l'assurance. L'assurance, ouais. Ouais, dans des métiers que je connaissais pas bien, tu vois, qui me faisaient pas à la base plus rêver que ça.
métier de l'assurance. Voilà, moi, je venais de l'industrie électronique et de l'industrie laitière, donc plutôt les usines. Terrain, ouais, et ça, j'adorais. Aller dans les usines, etc. Et là, t'arrives plus, effectivement, dans des univers un peu plus feutrés, plus bureau, plus moquette. Mais en fait, des gens super top, des gens vraiment passionnés par leur métier. Et surtout, moi, une opportunité de fou j'avais une super équipe, hein, j'avais plus de 20 personnes dans mon équipe, de travailler sur tous les sujets de formation, de recrutement, de marque employeur, de mise en place de salariés ambassadeurs. Et c'est là où je suis allé sur du LinkedIn, sur du Twitter à l'époque, etc. Et j'ai commencé à m'intéresser à tous ces sujets de communauté. Ok. Voilà. Et puis aussi sujet important, parce qu'on va peut-être en parler, Groupama, grosse culture réseau. Et en fait, moi quand je suis arrivé, je me suis dit mais à l'époque, est-ce que je peux rejoindre des réseaux type la NDRH, etc. Ah ouais, mais au contraire. Et donc grosse culture réseau physique. Et donc c'est là où j'ai commencé aussi à construire un peu ma communauté. Voilà, tranquillement, petit à petit, à prendre la parole en tant qu'RH sur les réseaux sociaux. Okay. On pourra en parler aussi si tu veux de ce sujet-là. Ouais. Un peu tout seul, tu vois, sur LinkedIn et sur Twitter. Beaucoup sur Twitter à l'époque était vraiment très chouette. Un peu dévié depuis. Et tu vois, sur Twitter, je suis monté à une communauté de 40 000 personnes sur Twitter. Ah oui, quand même, ouais. Okay. Et j'étais un des rares, je sais pas tout seul, hein, mais un des rares DRH à prendre la parole sur Twitter. Je pense que si tu tapes dans Google DRH Twitter influenceur, à l'époque, tu vas retrouver des vieux liens et je sortais à chaque fois, quoi. Okay. Et j'adorais Twitter parce que c'était immédiat, tu pouvais interagir très très vite. LinkedIn était encore un peu balbutiant à l'époque. Et puis effectivement, et chez Groupama, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont payé ils ont un programme pour les hauts potentiels et ils m'ont payé un programme de formation avec l'EM Lyon, okay. Très orienté autour de l'intrapreneuriat. Excellente formation, j'ai adoré cette formation. Difficile parce que tu gardes ton job à Rennes avec plein de projets, 20 personnes à gérer. Et en plus, tu suis une formation lourde à l'EM Lyon à Paris, donc faut gérer un peu son temps, faut s'organiser surtout, et donc tu apprends aussi à déléguer énormément dans ce genre de situation. Et puis à l'issue, je me suis dit mais est-ce que je reste en fait c'était moi dans ma question, ça m'a fortement aidé, l'intrapreneuriat, les projets que j'avais menés au sein de Groupama, plus mes premiers investissements dans des entreprises où là je commençais à fréquenter des entrepreneurs dans lequel j'avais investi un peu des économies et qui me disait tiens Florent, est-ce que tu peux pas nous accompagner sur des recrutements, travailler notre marque employeur, etc. Et je leur dis mais attends, je comprends pas quoi. Ok, j'investis mais moi j'ai juste pas le temps, j'ai un job. Il y a plein de gens sur le marché, quoi. Il y a plein de structures. Elle me dit mais c'est avec toi qu'on veut le faire. Et là tout ça, la somme de tout ça, elle me dit mais en fait pourquoi je créerais pas ma boîte en fait, tout simplement. Et c'est comme ça qu'est commencé la première aventure entrepreneuriale, tu vois, en 2016, en février 2016, avec mon associé de l'époque François. Trop bien. Écoute, on va aujourd'hui on va cadrer un peu la discussion parce que je pense que tu as tellement à nous partager, donc ça pourrait peut-être faire beaucoup d'épisodes, mais je pense qu'aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur l'entrepreneuriat RH, exact, sur la marque employeur et potentiellement sur les réseaux sociaux. Comment donc finalement la bascule, ce que je comprends au niveau des RH à l'entrepreneuriat, c'est une formation qui t'a permis à l'EM Lyon d'apprendre un petit peu les codes de l'entrepreneuriat, c'est ça? C'était de l'intrapreneuriat, mais c'est grosso modo les mêmes codes en fait. Okay. Tu vois, l'agilité, de détecter effectivement les problèmes de tes utilisateurs, de dire tiens par rapport à ça qu'est-ce que je pourrais proposer. En fait franchement c'est les mêmes codes, que tu le fasses en interne dans ton organisation ou en externe, c'est très similaire. Et oui, c'était un déclic. Parce que c'est intéressant parce que c'était un vrai déclic pour moi. Ouais, parce que tu vois, je trouve qu'il y a peu de DRH entrepreneurs. Il y a Virgile de Figures, il y a toi, il y a moi, mais c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de DRH. C'est plus potentiellement des profils d'ingénieurs ou des profils de marketing ou même sales. C'est vrai que de voir des entrepreneurs DRH, c'est assez nouveau dans la scène, je trouve. Ouais. Voilà, tu vas en voir effectivement des RH qui créent soit leur propre structure. En freelance, tu vois, du conseil RH, du recrutement, c'est du freelance, de la formation, etc. Mais c'est vrai qu'avec François, qui était aussi DRH, hein, mon associé François, qui était lui DRH chez Biomérieux, tu vois, à l'époque. Et tous les deux, on avait envie, effectivement...
de créer, tu vois, le partenaire qu'on n'avait pas vraiment trouvé quand on était nous-mêmes des RH. C'était un peu ça l'idée. Et puis on s'est dit très vite, parce que ça a bien marché, ça a décollé plus vite qu'on l'imaginait, honnêtement. Tu vois, on s'est dit. Happy to meet you. Ouais, Happy to meet you. On s'est dit, le premier salarié, ce sera 18 mois dans le business plan. C'était une agence de recrutement. C'était agence de recrutement et agence marque employeur. Ok, donc tu as toujours fait un peu les deux. Ouais, ouais, on a toujours fait les deux. On a voulu mixer les deux quasiment dès le départ, en disant il y a quelque chose à faire et en apportant des codes différents. Tu vois, sur la partie recrutement, on était en 2016. C'est vrai que vous aviez fait Rennes. beaucoup de création de contenu. Voilà, contexte, cabinet de recrutement 2016 en province. Les cabinets de recrutement, c'est hyper traditionnel. Tu vois, c'est des sites web tristes à mourir, gris et moche, moi ce que j'appelle gris et moche. Il y a pas de contenu. Les offres d'emploi sont tristes. Tu connais pas le nom du client, t'as pas de rému, t'as rien. Et nous on s'est dit 2015, création de Welcome to the Jungle. On avait bien aimé leur code. Donc l'idée c'était de s'inspirer de ce qu'ils faisaient très bien chez Welcome. Eux c'était pas un cabinet, tu vois. Et de se dire il y a des choses qu'ils font, on peut s'inspirer, pas reproduire, pas copier-coller, mais s'inspirer. Et donc par rapport à ça, on s'est dit nous on va faire des offres d'emploi. Déjà, on va faire un site qui est sympa, qui est moderne, avec un nom qui est peps. On va communiquer, on va produire du contenu très vite. Vous êtes très bien référencé sur Google. On a vraiment produit du contenu très très vite. On a investi sur la première salariée qui s'appelle Lucie, qu'on a recrutée en stage et qui aujourd'hui est toujours là en CDI. Toujours chez Happy en CDI. Ok, trop bien. Ouais, sur effectivement de l'inbound marketing. C'est le premier recrutement qu'on a fait. Vous avez investi tout de suite sur de l'inbound marketing. Sur du marketing. Donc, c'est très atypique dans le monde des cabinets qui n'investissent pas là-dessus, qui connaissent peu d'ailleurs l'inbound marketing en 2016. Alors, aujourd'hui peut-être plus, mais en 2016 non. Et déjà en 2016, tu utilisais la terminologie inbound. Ok. Lucie avait déjà fait un stage de fin d'études en Nouvelle-Calédonie sur ce sujet alors je me rappelle plus de la boîte, mais dans une boîte. Donc elle avait déjà aussi tout le sujet de marketing automation, tous les sujets de social media, de SEO, etc. C'est des sujets qui lui parlaient, quoi. Nous on est venus sur tous ces codes-là et sur l'offre de service, on a mis des offres d'emploi, on mettait la rému, le parcours candidat, quelles étapes tu vas vivre, qui tu vas rencontrer. Il y avait le 06 du recruteur, il y avait un chat, il y avait des vidéos qui accompagnaient chaque offre d'emploi, etc. Donc, inutile de dire que dans le monde du cabinet de recrutement, à l'époque, tu n'as rien à voir avec ce que faisaient tes compétiteurs. Certains nous ont même dit, mais c'est n'importe quoi votre truc, jamais un client signera chez vous parce qu'il veut absolument rester confidentiel. À force de constater que non, quoi. Oui, il y a des fois où le client ne veut pas apparaître pour des raisons très stratégiques, mais dans 95% de nos offres d'emploi, le nom du client a été affiché, quoi. C'était pas un sujet, quoi. Donc, voilà. Et à côté, on avait l'activité, effectivement, marque employeur, qui était balbutiante en 2016. On était au tout début de l'histoire. Il fallait se créer une notoriété, des preuves, des cas clients, etc. En 2016, la marque employeur, c'était pas encore un sujet un peu hype comme ça l'est aujourd'hui. Non, ça a explosé après le Covid. Ça a explosé après le Covid. J'ai l'impression que même LinkedIn a explosé après le Moi, j'ai vraiment vu... Honnêtement, tu vois, quand il y a eu mars 2020, que Emmanuel Macron nous a dit c'est la guerre, je me suis dit, la marque employeur, c'est plié, quoi. C'est mort, quoi. Parce que le premier budget que tu vas couper, tu recrutes plus, c'est de la com. Voilà. Et en fait, effectivement, ça a un peu coupé pendant le confinement, mais dès le déconfinement, on sait tous que le business du recrutement est parti comme jamais il était parti. Je pense qu'il y a une explosion aussi des réseaux sociaux, de TikTok. Il y a eu l'explosion de TikTok pendant le Covid. Ouais, en fait, tous les réseaux sociaux ont vraiment pris de l'ampleur. Et puis les entreprises se sont dit, mais en fait, on recrute toutes et tous à peu près les mêmes profils. Il y avait aussi beaucoup de gens qui voulaient pas reprendre le travail ou qui voulaient arrêter leur ancien job, restauration, hôtellerie et d'autres industries. Et donc là, une vraie nécessité de travailler la marque employeur. Et là, moi, tu vois, j'ai fait peut-être 50 conférences entre 2020 2021 sur c'est quoi la marque employeur, enfin qu'est-ce que la marque employeur. Et quand tu étais chez Groupama, quand tu étais chez Groupama, vous ne recrutiez pas avec les réseaux sociaux à l'époque, en 2000. Alors c'est une bonne question. Non, on était encore très job board. Très job board. Ouais, très job board.
Et Donc, il y a eu moi, vraiment un switch, en fait. je passais Ouais. des offres d'emploi. Ouais, je passais des offres d'emploi sur Twitter et sur LinkedIn, mais Parce que j'avais pas, c'était toi, oui, parce ouais, que mais tu j'avais pas étais un ROI sensible. de fou Ouais, non ouais, plus, ouais. quoi. Mmh. Parce que c'était pas les codes. Mmh. Tu vois, on se disait pas, je vais aller sur Twitter pour trouver un travail, quoi. Ouais, moi, je me souviens en tant que recruteuse, Donc, enfin, ouais, c'était pas du tout dans les codes. non, on passait nos annonces, Donc, c'était bien partout en France. C'était pas encore non, le boom. Et il y a eu vraiment, c'est vrai, le Covid, explosion de TikTok. Ça, c'est Instagram et LinkedIn aussi. ouais, Et c'est ça qui a fait que finalement, on se rend compte, pourquoi pas, on recrute sur les réseaux sociaux. Après tout, 80% de la population en France utilise les réseaux sociaux c'est clair. tous les jours. Ouais. C'est entre 3 à 5 heures par jour. Mmh. 3 plateformes, donc c'est sûr qu'il y a un terrain de jeu, en fait. Il y a un terrain de jeu, et puis Ouais. surtout le sujet aujourd'hui, enfin pour moi le sujet des boîtes, c'est, il y a 2 sujets. Il y a bien sûr toucher, la cible des personnes qui n'ont pas de travail ou qui ont un travail mais qui en peuvent plus. Donc ces gens-là qui spontanément vont regarder les offres d'emploi, Ouais, les candidats actifs. les candidats actifs vont mettre leur CV sur des CV Tech, etc. Mais ça, c'est très chouette. Mais c'est 8, 10, 15% d'un secteur d'activité, d'un bassin d'emploi, selon le bassin d'emploi et le secteur d'activité. Je me répète. Et en fait, il faut les toucher. Les 80, 85, 90% Des candidats passifs, des ouais. candidats passifs qui, eux, ignorent qu'ils sont candidats, ignorent que ta boîte existe, ignorent les métiers qu'il y a dans ta boîte. Et là, là, c'est là où il faut effectivement produire du contenu sur un site carrière, sur les réseaux sociaux. Utiliser les codes du marketing, Mais c'est à 200%. ouais, Moi, je fais énormément de parallèles, tu vois, aujourd'hui, entre l'e-commerce et le recrutement, enfin le parcours client d'e-commerce et le parcours candidat sur du recrutement. Entre qu'est-ce qui te donne envie d'acheter aujourd'hui, c'est effectivement des publicités, des informations qui te donnent envie de cliquer. On a tous vu dans notre feed Instagram des pubs Instagram de marques. bien sûr. On va se dire, ah mais c'est quoi ces chaussures, c'est quoi ces fringues, c'est quoi, et je clique et je vais voir, quoi. Bien sûr. Bah, j'achète pas, mais et voilà. Et je pense que ça aujourd'hui, les candidats sont la même chose que les clients sont les candidats, donc il y a une vraie similarité. Trop bien. Et en fait, on peut vraiment utiliser, moi j'aime bien, c'est les 5 niveaux de conscience. Je pense que ça doit te parler. Donc un candidat qui est unaware d'une marque, de rien, même qu'il est unaware que lui-même recherche un travail, et de l'amener en fait progressivement Ouais. à l'éduquer avec de la création de contenu sur l'entreprise, à aller à des événements, etc. pour qu'il soit aware de Par qu'il contre, a il faut de la envie de trouver. répétition. Exactement. C'est comme dans le métro quand tu vois tout le temps. Je me souviens quand j'étais à Paris, je voyais tout le temps Ornicar. Et je me dis, si j'avais un enfant qui passait son permis, j'irais chez Ornicar parce que t'es top of mind et on te voit partout dans les pubs, etc. C'est clair. Et pourtant, t'es pas la cible à la base, parce que t'as déjà le permis, etc. Tu te dis, je vais pas le repasser, quoi. Ouais. Mais par contre, la marque, tu l'as enregistrée, quoi. Tu l'as enregistré et t'es en mode, ah bah tu cherches à passer ton permis. Hop, bah tu vas chez Ornicar. Trop bien. Alors juste pour remettre un petit peu la marque employeur au centre du jeu, donne-nous un petit peu aujourd'hui donc la définition, toi, de la marque employeur. Et on entend beaucoup de terminologie, marketing RH, e-reputation, EVP. Enfin voilà, c'est quand même, il y a plein de jargon RH. Voilà, est-ce que tu peux nous démystifier tout ça? Ça va être mes mots à moi, mais la marque employeur, c'est faire savoir les savoir-faire d'une boîte. Donc grosso modo, c'est expliquer ce qui se passe dans une organisation, une entreprise, une collectivité aussi, ou une grosse association qui recrute, et faire connaître à tout l'écosystème ce qui s'y passe. Quand je dis tout l'écosystème, c'est des fois même en interne, parce que la marque employeur, la première cible, pour moi, ce sont déjà les collègues, parce que tout le monde ne connaît pas les métiers des collègues, tout le monde n'imagine pas effectivement toutes les opportunités qu'il peut y avoir en mobilité interne. Mais évidemment, les candidats, donc là, le marché du recrutement, et plus largement, et ça, c'est une vraie tendance aussi qui prend de plus en plus d'ampleur, toutes les parties prenantes. Aujourd'hui, tu vois, tu parles d'e-réputation, par exemple. Il y a un certain nombre, effectivement, d'entreprises qui vendent aux consommateurs, qui sont sur les business B2C, du retail, par exemple, qui ont tout intérêt à travailler leur marque employeur pour attirer, mais en même temps, pour faire du business. Parce que quand tu es client, si tu vas voir des avis Indeed, des avis Glassdoor ou des avis Google, et que tu te rends compte que les collaborateurs sont mal traités, en 2 mots,
est-ce que tu as envie d'acheter dans cette boîte? Donc, ça peut avoir des vrais impacts à un business. Et puis, tu as aussi les parties prenantes. Tu vas en parler des écoles, enfin, en relation école aujourd'hui. Les écoles, il y a certaines écoles qui n'ont aucun problème pour que leurs étudiants et leurs étudiantes trouvent un travail. Elles ont envie d'avoir comme partenaires des entreprises qui sont saines et qui ont une marque employeur qui est assumée, qui est réelle, qui est sincère, qui est authentique et qui est pas fake. Donc, si toi, tu travailles n'importe quoi, essaye d'avoir des relations écoles avec ces écoles-là, tu les auras pas. Et tu vas pas, du coup, toucher ces étudiants, ces étudiantes qui vont avoir de la défiance. Donc, pour moi, c'est tout ça. C'est Thomas Chardin qui avait parlé effectivement de l'effet bifidus. Voilà, ce qui se passe à l'intérieur donne des effets sur l'extérieur. Mais pour moi, c'est vraiment ça, quoi. C'est de travailler et de faire savoir tout ce qui se passe dans la boîte, mais par contre en étant dans le vrai. Parce que ça, aujourd'hui, c'est une véritable attente, et pas que des Gen Z, hein, je pense que c'est une véritable attente sociétale au sens large, de se dire, OK, je suis prêt à acheter un produit, je suis prêt à postuler, je suis prêt à m'engager auprès d'une marque si vraiment elle me dit les choses, si vraiment elle en parle avec sincérité. Qu'elle incarne ses valeurs. Elle incarne ses valeurs. Et les 3, 4, 5 mots-clés que beaucoup de boîtes ont, qui sont affichés et il n'y a pas d'éléments de preuve, ça sert à rien en fait. Voilà, il faut vraiment ces éléments de preuve et aller jusqu'à construire effectivement une plateforme de marque employeur, une EVP, une signature marque employeur. Et ensuite, on va y revenir. Donc en fait, pour toi, la marque employeur, c'est vraiment le message positif des valeurs et de la culture d'entreprise diffusée en interne, qui est important, je trouve que c'est intéressant que tu le mentionnes, et en externe pour les candidats. Et donc, par exemple, une RH, peut-être de la petite PME du coin qui veut notamment créer une marque employeur. Pour toi, par où elle devrait commencer alors ? C'est une question qui est pertinente. Et je pense que déjà, le sujet de la marque employeur, c'est pas lié aux grands groupes. Donc, c'est pour ça que ta question m'intéresse beaucoup. Les grands groupes, eux, logiquement, ils ont quand même déjà une marque qui est bien assise. Déjà, ils ont une marque, déjà souvent corporate. Avec un logo. Qui est ultra connu. Ils ont déjà une notoriété, en fait. Exactement, ils reçoivent déjà des candidatures. Alors, voilà, où ils reçoivent spontanément des candidatures. Et, alors, des fois, peut-être qu'on ne sait pas ce qu'ils font réellement, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Une PME, elle a effectivement une notoriété qui est des fois limitée à son réseau local, à ses 5, 10, 20 km autour, ou aux gens qui y travaillent, qui en parlent à leur famille, à leurs amis. Des difficultés de recrutement. Et donc voilà, donc c'est un petit peu différent. Nous, quand on va, accompagner une PME, on va venir sur un premier sujet pour nous, c'est de la comprendre. Donc alors nous, c'est notre culture chez We Feel Good, on va aller dans cette PME. On va pas faire ça en distanciel. On a besoin de humer le terrain, d'être avec eux. Et donc pour nous, on a déjà un véritable sujet, c'est de rencontrer les salariés, comprendre qui sont les salariés, ce qu'ils ont fait, etc. Donc on va mixer des entretiens individuels, des collectifs. On va mixer des échanges où on veut surtout pas les RH, surtout pas les dirigeants. Et puis on va avoir un discours par les vrais pour comprendre effectivement l'adéquation qu'il y a entre les valeurs affichées. Souvent elles existent. Et ce que vivent les personnes. On va les replonger aussi dans tout ce qu'ils ont vécu, leur parcours candidat, leur onboarding, ce qu'ils vivent en tant que collaborateurs aujourd'hui, ou ce qu'ils ont vécu par procuration, avec peut-être des collègues qui sont partis, etc. Voilà. Donc ça, c'est un premier axe. On va travailler aussi sur un axe où on va analyser le parcours candidat de cette PME. On va se mettre à la place d'un candidat. Donc, on va jouer vraiment au jeu parce que je sais qu'on va... Vous allez analyser l'expérience. Ouais, on va mettre postuler. Ok. Avec des vrais faux CV, des vrais faux profils LinkedIn. Trop bien, ok. Voilà, on joue au candidat mystère. Ok. Donc tu vois, moi, j'ai 4 profils LinkedIn. Voilà, donc j'ai Florent Le Tourneur et j'en ai 3 autres. On a un scoop. Ouais, mais je vous donnerai jamais les noms. Voilà. On a un scoop. Et voilà, qui ont qui ont beaucoup moins d'abonnés que j'ai que moi personnellement, mais qui ont quelques milliers d'abonnés quand même. Ok. Ouais. Donc... Que tu fais parler des fois sur LinkedIn. Ouais, tout à fait. Des fois, j'ai plusieurs cerveaux. L'idée de ça, c'est de comprendre effectivement ce que vit le candidat. Ouais. Et on le fait aussi souvent pour les concurrents de nos clients. C'est le concurrent de la PME. Alors, c'est pas souvent son concurrent business. Sur une PME, ça peut être c'est la une concurrence PME, métier, c'est ça? Ouais. Okay. Ça peut être la PME d'à côté qui fait pas du tout le même business, mais qui va recruter les mêmes profils, par exemple. Ça, ouais, voilà. Donc, on va aussi postuler chez les compétiteurs d'à côté pour comprendre effectivement ce que vit le candidat. Parce que, voilà. Donc,
Donc, on va analyser tout ça, le parcours candidat, les collaborateurs, la e-réputation, ce que l'entreprise aussi... Vous allez regarder les avis sur Glassdoor, plein de choses, tout ce qui se dit en fait de Donc, on va analyser tout ça, on va faire une restitution à notre client, à la PME. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est assez rapide, qu'on fait assez rapidement en quelques semaines. Et puis ensuite, effectivement, on va travailler avec le client. Et là, on travaille en collaboration. Donc, on aime beaucoup le collaboratif. On va travailler effectivement sur sa plateforme de marque et effectivement quels sont ses éléments différenciants. Donc là, c'est OK, tu nous dis que chez toi, une des valeurs, c'est la transparence. OK, donc tact. Ben, ça veut dire concrètement quoi? Et là, on va tout éplucher du parcours candidat jusqu'à l'offboarding. Où est-ce que la transparence apparaît? Parce que si tu dis que la transparence, elle est là et que, par exemple, tu n'affiches pas à minima les rémunérations ou une fourchette de rémunération dans l'offre d'emploi, c'est un peu compliqué de dire que tu es transparent. Ou tu contrôles tout au niveau financier. Je prends un exemple très bateau, mais voilà. Donc, voilà. Et on vient sur tous ces sujets-là pour construire effectivement tous les éléments de preuve, en fait, pour construire ensuite souvent une signature marque employeur et ensuite produire du contenu en lien effectivement pour et là donc vous faites de la production de contenu aussi. Ok, intéressant. Ouais, nous on va produire les contenus, c'est-à-dire qu'on va retravailler, alors là c'est fonction du client parce que c'est pas toujours lien, soit retravailler son site carrière s'il en a un, parce que des fois il n'en a pas toujours, une PME n'en a pas toujours. Donc vous pouvez construire aussi construire le site carrière ou avec nos ATS partenaires, tu vois, on a pas mal de partenaires en ATS. On va retravailler, on va les accompagner sur leurs social media. On va travailler la mise en place d'employés advocacy, donc de salariés ambassadeurs. On va aussi travailler sur la prise de parole éventuellement du DG, du CODIR, du RH, etc. Alors, on le fait pas comme toi tu le fais par exemple, mais des éléments de base en tout cas, parce que des fois on se rend compte que RH elle a un profil mais il est même pas au carré, même pas au carré quoi. Je parle même pas de prendre la parole, je parle déjà juste de le mettre au carré quoi, qui est déjà un premier niveau quoi. Ou les managers, parce que dans les PME les managers sont souvent très impliqués dans les recrutements. Le RH étant des fois tout seul dans une PME, le recrutement n'est qu'un élément parmi plein d'autres de sa vie de RH. Voilà. Et puis on va produire du contenu, de la vidéo, de la photo. On a des équipes en interne, du podcast, très clair. des webinars, tout. Après là, le champ est un peu infini. C'est plus un problème de budget souvent qu'autre chose. Ça va dépendre aussi de la cible, bien sûr que l'on vise, des personas que l'on vise et du volume du recrutement. Des fois, des PME n'ont pas un volume de recrutement énorme. Tu vois, on a des clients qui recrutent 5-10 personnes à l'année. Mais qui ont besoin quand même de travailler un minimum de marque employeur pour être crédible, autant d'ailleurs pour attirer ces 5-10 personnes que pour fidéliser les collaborateurs qui sont déjà dans la PME et qui ne partent pas quoi. Écoute, je fais un petit récap. Donc en fait, si on veut commencer la marque employeur, donc toi ce que tu conseilles, c'est vraiment de réasseoir un petit peu les bases, d'écouter ses candidats et ses collabs. D'écouter ses candidats, ses collaborateurs, regarder déjà le processus de recrutement et voir comment ça se passe. Ça, c'est la première grosse étape. T'as déjà plein de RH quand je leur dis, mais est-ce que tu as recandidaté chez toi? Ah non, ça fait... Ça, c'est un super exercice que vous faites. Ça fait 10 ans et certains l'ont peut-être jamais fait. Parce que ils ont été recrutés par cooptation ou parce que le recrutement du RH s'est fait par une rencontre avec la direction générale et en fait il n'y a pas eu vraiment d'acte de candidature au sens strict. Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont ignares bien sûr du parcours candidat, parce que je ne me permettrai pas de dire ça, mais c'est que des fois ils ont oublié en fait un certain nombre de choses. Typiquement, tu vois, des choses que je vois encore, et j'étais ce matin avec un prospect d'une PME, tu vois, une centaine de personnes qui est au Luxembourg, là, qui est pas en France, où le site carrière, il y a pas grand chose, et puis en plus il faut créer ton compte avec un login mot de passe. C'est un repoussoir à candidat, ce truc. Tu vois, voilà. Donc après, tu as cette partie un peu d'audit et que tout RH, toute personne peut faire. Et après, tu as deux gros éléments importants. Le premier élément, donc, c'est les outils de la marque employeur, donc le site carrière, les offres d'emploi, donc repeaufiner un petit peu tout ça pour que ça soit au goût du jour. Le pitch de l'entreprise aussi. Par exemple, tu vois, on va retravailler le pitch de l'entreprise. On va se rendre compte
en échangeant avec 5-6 managers qui chacun recrute un peu dans son équipe. Tu peux me présenter l'entreprise? Un enfant de 7 ans, comment tu la présenterais? Ouais. Des fois, tu as 5-6 présentations différentes. Des fois, tu n'as pas les mêmes chiffres. Tu dis waouh, c'est pas cohérent quoi en termes de parcours. C'est bateau, hein, mais je te jure que ça existe vraiment. Ouais. Donc on va retravailler aussi. J'en suis sûre. Ouais. En 3-4 lignes, comment est-ce que tu présentes l'entreprise à un candidat, ou si tu vas sur un forum école, comment est-ce que tu vas présenter aux étudiantes ton entreprise? Ou juste tu fais, je sais pas, une soirée un dimanche et puis on te présente quelqu'un qui cherche du boulot, faut que tu lui pitches un peu l'entreprise en 3-4 minutes. Ok. Voilà, etc. Et le deuxième gros élément, c'est vraiment donc tout ce qui est communication extérieure, donc où là on va faire tout ce qui est création de contenu. Ouais. Et donc, vous faites de la production. Donc, ça peut être soit, nous, ce qu'on avait fait notamment chez une de mes startups, c'est on s'était donc référencé sur 3 mots-clés qui étaient startup robotique Paris. Ouais. Et donc, ça permettait à tout ingénieur qui était intéressé à faire de la robotique sur Paris en startup à tout de suite faire grâce à des articles de blog, à la communication sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, il y a plein de stratégies qu'on peut mettre en place. Les stratégies de mots-clés dans les offres d'emploi aussi. Voilà. Parce que les offres d'emploi, elles sont bien référencées donc sur des moteurs de recherche, sur Google Jobs, ouais. etc. Il y a plein d'axes en fait qu'on peut travailler et surtout quand on est, c'est intéressant ton exemple de PME parce que très souvent on se dit ouais mais pour moi c'est inaccessible en fait, ça coûte trop cher, c'est des dizaines de milliers d'euros. Mais non, ça coûte pas des dizaines de milliers d'euros, avec des centaines d'euros, avec quelques milliers d'euros, déjà tu peux faire plein de choses hyper intéressantes dans ta PME. Et puis en plus on leur donne des tonnes de conseils où en fait c'est juste eux qui ont juste à changer des paradigmes qui leur coûtent 0 en fait. Mais c'est juste effectivement de changer un peu des codes. Tu vois, je pense à un exemple très concret. PME dans l'agroalimentaire, il faisait visiter l'atelier par le chef de l'atelier au candidat. Tu vois, tu es candidat, je vais visiter l'atelier, chef d'atelier, ou le RH. On a dit, mais vous arrêtez ça, et maintenant vous faites faire visiter l'atelier au candidat par les opérateurs. En fait, et donc là, mais ça coûte quasi 0 €, ça coûte un peu de salaire de l'opérateur. C'est très concret. C'est très concret. Ça donne envie. Ouais. L'opérateur, il est hyper fier de présenter son équipe, son usine. Et puis ils vont parler en off, sans RH, sans manager, et ils vont parler très cash entre eux. Voilà. Donc c'est pas lui qui décide, in fine, c'est pas un entretien de recrutement. Mais rien que changer le parcours de recrutement, le parcours candidat, peut améliorer la marque employeur d'une entreprise. Et des choses toutes simples peuvent être mises en place. Et là, ça coûte 0 €. Par contre, il faut l'entendre. Il faut être prêt à l'entendre. Il faut aussi avoir l'état d'esprit de l'entendre. C'est pour ça que c'est intéressant de passer par des acteurs externes qui peuvent apporter en tout cas ce regard frais. Et finalement, cette marque employeur, il y a un nouveau métier qui est en train de se créer finalement dans le monde RH. J'ai l'impression que plus en plus, il va y avoir une fonction dédié potentiellement, et j'espère que ça va arriver, qui soit formé en fait au concept marketing, parce que encore les écoles ne forment pas du tout sur ces sujets-là. Non. C'est plus souvent d'auto-formation ou c'est ça, ou de l'intérêt personnel ou de la pratique via le terrain, comme toi finalement, qui a appris sur le terrain toutes ces fonctions-là, avec des notions voilà, de persona, comme on a parlé, de stratégie marketing sur les réseaux sociaux, même technique sur la mise en place de sites carrière, parce qu'il y a quand même des codes techniques, et donc ça va être vraiment un métier à part entière. Toi aussi, tu sens une sorte de changement là qui arrive sur ces sujets de marque employeur, et comment finalement aujourd'hui on va recruter moins de sourcing peut-être, et plus ce qu'on appelle de l'inbound, plus de marketing RH, si on peut le dire comme ça. Oui, moi je le vois très concrètement, effectivement. Alors, il y a déjà des entreprises qui ont créé effectivement ces postes de responsable marque employeur, chef de marque employeur. Souvent, ces entreprises qui ont déjà un effectif assez dans les grands groupes, assez conséquent. Mais effectivement, on peut déjà commencer, par exemple, si on est RH, soit dans une PME et qu'on a envie effectivement de commencer un peu de mettre le pied à l'étrier, de recruter un alternant ou une alternante qui est pas forcément RH, qui peut être un alternant en marketing ou en communication, qui va effectivement, moi je suis RH en PME, le binôme RH plus communication, marketing va nous percuter. Et ça peut être intéressant. Alors, ça dépend aussi si par exemple, dans son persona, on recrute beaucoup de jeunes diplômés, ça peut être super top, effectivement, d'avoir un jeune diplômé ou un alternant, une alternante, parce que il va raisonner, effectivement, comme eux, ils vont avoir les codes pour se dire, peut-être qu'il faut aller, effectivement, tu parlais de TikTok, et faire un TikTok inside de ma boîte, par exemple, j'en sais rien. C'est pas ça qui va ramener des milliers de candidatures du jour au lendemain, mais par contre,
tu sèmes petit à petit des graines qui font que ta marque va prendre de la notoriété, que des gens vont découvrir ton entreprise, vont comprendre tes métiers. Ouais. Parce que ça, c'est un vrai sujet. Beaucoup de gens ne connaissent pas les métiers des entreprises. Donc, oui, ce métier que tu dis prend de plus en plus d'ampleur. Après, il faut aussi, et c'est souvent la difficulté, effectivement, qu'au niveau du CODIR, du COMEX, de l'entreprise, Ouais. de la direction générale, ils se disent, OK, il faut qu'on investisse sur ce sujet pour peut-être recruter moins classiquement par des agences d'intérim, par des cabinets, par des job boards. Alors, j'ai rien contre ces trois-là parce que je les connais par cœur. Mais c'est complémentaire, en fait. Ouais, tout à fait. Après, ça dépend. C'est pas pour ça que tu arrêtes les job boards non plus. Voilà, c'est la maturité. Tu vois, donc... Toi, je parlais avec Laetitia Sylvestre de Saint-Gobain, qui ont rationalisé, donc c'était super intéressant, donc leur budget job board, mais on reste quand même, tu vois, 70% d'investissement encore sur les job boards, 30% sur la création de contenu. Donc peut-être c'est des choses qui vont évoluer dans le temps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin d'une stratégie multicanale pour pouvoir attirer. C'est comme tu l'as dit tout à l'heure, plus tu vois une entreprise sur tous les canaux, plus tu deviens en effet cet employeur top of mind, comme on dit en anglais, voilà, le premier à qui tu penses quand tu veux changer de boîte. Et ça, une PME peut le faire. Et c'est pas en fait réservé aux grands groupes. Non, et on peut le faire et sans forcément sans mettre non plus des dizaines de milliers d'euros sur la table. Et ça peut être dans un tissu très local. On n'a pas besoin d'être connu dans la France entière. Ah non, mais voilà, tu vois, nous, on a accompagné des PME sur des recrutements avec. Alors ça va pas être foufou ce que je vais te dire, ça va pas être sexy, mais de l'emballage de baguettes de pain. Bah oui, mais bon, c'est le métier, parce moi que j'adore. Ça fonctionne. Bah ouais, mais et en fait, on peut même cibler, c'est un truc de fou qu'on a découvert ça, on peut même cibler boulangerie par boulangerie. Là où on met ces emballages de baguettes de pain. Il y a vraiment une finesse à ce niveau-là. Et tu dis où sont nos personas, qu'est-ce qu'ils font le matin, ou la famille du persona, ils passent à la boulangerie 2 fois, 3 fois dans la semaine, selon les vies de chacun. Et je dis, mais ils recrutent dans cette boîte, ils ont ça comme métier. Et puis tu mets un petit QR code vers le site carrière, la personne va rapidement aller vers le site carrière, va découvrir, et si sur le site carrière, tu as été au bout de la démarche, et puis c'est facile à naviguer. T'as je sais pas, Jean-Jacques ou Martine qui ont une petite vidéo rapide qui présente son métier, mais ça a un effet bœuf, tu vois. Tu vois, je pourrais te parler d'un cas client, on a recruté comme ça pour lui une vingtaine de personnes en quelques semaines, juste par une stratégie effectivement d'inbound, quoi. Et donc, en effet, toi personnellement, donc tu l'as dit, tu as pris la parole sur les réseaux sociaux en tant que DRH. À l'époque, oui. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça, en fait ? En fait, j'avais des peurs un petit peu ou non, en fait, j'avais créé à l'époque un profil sur Viadeo pour les plus pour les plus anciens. Mais We remember. Voilà, Viadeo, t'en faisais pas grand-chose, honnêtement. C'était pas foufou, quoi. Tu vois. Et c'était même mieux coté que LinkedIn à l'époque. Hein. C'était mieux coté que LinkedIn, je te confirme. Ouais. Et en fait, après LinkedIn est arrivé. Et en fait, moi, j'ai vraiment plus commencé par Twitter et après très vite sur LinkedIn quand LinkedIn s'est créé. Et pourquoi t'allais sur Twitter? Parce que Twitter à l'époque, c'était un formidable outil de veille. C'est plus le cas aujourd'hui. Et en fait, tu avais beaucoup de journalistes, tu avais beaucoup d'informations, etc. Donc, moi, je faisais ma veille RH par Twitter. J'apprenais des tonnes de trucs. Alors, je suis une nature assez curieuse, donc j'adorais effectivement faire ça. Et je me suis dit, tiens, je vois des journalistes qui prennent la parole. Moi aussi, je vais reprendre, tu vois. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai repris des articles de journalistes qui m'intéressaient et je rajoutais mes commentaires. Ouais. Voilà, donc je donnais ma position. Tu faisais un peu du décryptage et tu donnais ton avis. De RH en entreprise. Voilà. Et puis ça a pris, ça a bien marché. Et effectivement, et quand LinkedIn est arrivé, j'ai dit, je vais faire la même chose. Voilà, je me suis dit, je vais prendre la parole. Et puis je pense. Tu as commencé à prendre la parole quand exactement? Waouh, c'est une bonne question. Hein. Tu vois, sur LinkedIn, je regarde quand est-ce qu'a été créé mon profil. Mais c'est assez ancien. Hein. C'était avant 2020. Ah oui, bien avant 2020. Maintenant, tu es plus régulier, en fait. Ouais, parce que LinkedIn a 20 ans, a fêté ses 20 ans. Tu vois, donc j'ai dû faire ça, mais en 2006, 2007, etc. Mais tu prenais la parole déjà? Non, j'avais créé mon profil, je regardais, quoi, mais tu vois, mais c'était... Mais tu prenais pas encore la parole? Non. Quand tu as pris la parole, j'ai pris la parole quand j'étais chez Groupama. Pourquoi? Parce que j'ai voulu prendre la parole et j'ai voulu mettre en place, ensuite, une stratégie de salaire ambassadeur. Et je me suis dit, je peux pas mettre une stratégie de salaire ambassadeur si moi-même, je ne le suis pas. Intéressant.
Faut être crédible, quoi. Bien sûr. Donc je me suis dit, je vais être exemplaire. Donc j'ai pris la parole sur LinkedIn. À l'époque, pareil, on était très peu de RH, donc très vite, t'acquiers une communauté. C'est là où je me suis dit, tiens, je vais commencer à m'intéresser à l'époque, j'étais chez Groupama, à me dire, je vais aller chercher tous les gens qui travaillent chez AXA, chez Allianz, pour essayer de les approcher, tu vois. J'avais commencé à faire un peu de recrutement par ce réseau-là, donc élargir la communauté, parce que c'était mon persona cible à l'époque. Et puis, de fil en aiguille, j'y ai pris goût. Voilà. Et je me mets, en fait, pas de frein, pas de limite. Et moi, je me dis que si ce que je poste n'intéresse pas, bah, tu me suis pas, quoi. Enfin, donc, ça m'empêchera pas de dormir, quoi. Et est-ce que, oui, LinkedIn, c'était mieux avant? Ouais, j'aime pas trop ces discours. Toi, pour toi, on peut tout partager sur. Ouais, alors il y a plein de débats. Sur mais c'est pour ça que je te le pose. Verso, et je sais que toi, tu fais du verso aussi dessus. Ouais, parce que tu vois, je discutais avec Séverine Loureiro, la présidente du Lab RH, qui a une position assez différente. Je te laisserai découvrir l'épisode. Donc toi, c'est quoi un peu ton avis là-dessus? Bah, en fait, je pense que les gens sont pas prêts au perso. Tu vois, par exemple, je me suis fait tacler il y a pas très longtemps sur une prise de parole un peu perso dans un commentaire. Et donc c'était il y a au moment où on diffuse, il y a quelques mois, Macron a dit les réseaux sociaux, moi je veux les interdire aux moins de 15 ans. Je sais pas si tu as suivi ce truc-là. Ouais, ils sont en pleine. Voilà. Et donc il y a quelqu'un qui a fait un post là-dessus en disant bah c'est top, il faut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, ça leur bouffe le cerveau, etc. Je pense qu'il y a du vrai. Si c'est pas contrôlé, si c'est 5 heures par jour sur TikTok, évidemment, à un moment, tu pètes un câble. Voilà. Et moi, j'ai mon fils qui a 13 ans et qui est youtubeur. Et qui a une belle communauté sur YouTube. D'accord. Qui apparaît pas sous son nom personnel, qui a pas sa photo. On sait pas que c'est mon fils, mais c'est mon fils, je confirme. Et donc, j'ai dit, bah, moi, mon fils, il est sur YouTube. Il a déjà des milliers d'abonnés sur YouTube. Il produit des vidéos qui font des dizaines de milliers d'abonnés, de vues sur YouTube, pour certains des milliers de commentaires. Il aime ça. Et du coup, il a appris à écrire une vidéo, à faire un script, à monter une vidéo. Donc, il apprend des compétences, etc. Et j'ai écrit ça, tu vois, en mode commentaire, en se disant, bah, par contre, faut l'accompagner, faut l'encadrer, etc. Tu vois, il fait rien sans pas que je sois derrière, mais je l'accompagne sur le sujet. Et là, je me suis fait tacler, mais par des dizaines de personnes en réponse à mon commentaire, en disant, mais c'est inadmissible, votre enfant va devenir débile. Enfin, je te passe tout. Je me suis dit, mais waouh, t'affiches juste. D'abord, je fais ce que je veux. Là, tu t'occupes de tes enfants, je m'occupe des miens, c'est déjà pas mal. Et secondo, en fait, t'as des gens qui osent prendre la parole en mettant avec leur nom, leur prénom, leur boîte, et puis avec un manque de recul. Ouais, qui font des amalgames, en fait, un peu comme tu les vois, et je suis un peu cash, mais sur du Facebook, où t'as des posts avec des pseudos et des gens, mais qui sont dans le bashing total, quoi. Mais après, moi, je pars du principe que tout le monde a droit à son opinion, tu vois, donc ils ont, entre guillemets, pour moi. Oui, ils ont le droit de leur opinion, mais après, c'est plus la forme. Voilà, tant que ça reste dans le fond. Voilà, tant que ça reste respectueux. Je peux entendre qu'un parent dise, mais moi, je veux pas que mon enfant, il soit sur YouTube avant 15 ans. Bon, que c'est ton enfant, hein. Tu décides. Mais par contre, c'est plus la forme de la réponse où c'était d'une agressivité. Oui, des fois, c'est sans nom. Donc, à un moment. Ça se lâche sur LinkedIn, alors. Bah, de plus en plus. Ça se débrise. Et tu vois, bah, moi, j'ai fait un post, là, il y a quelques jours sur l'IA, le recrutement, etc. Ce qui a bien marché avec, je sais plus, 70 000 impressions, enfin, que c'est correct. C'est bien, ouais. Et, c'était chaud. C'était chaud, mais c'était argumenté. Donc, c'était intéressant. On a le droit de pas être d'accord, on a le droit de pas avoir les mêmes avis. Mais à partir du moment où c'est argumenté et que ça peut être un petit peu chaud, mais chaque avis se défend, tu vois, entre l'usage de l'IA dans le recrutement ou le non-usage, tu vois, parce que c'est des vrais sujets de société. Et donc moi, je pense que LinkedIn aujourd'hui, c'est le média qui permet de prendre la parole, qui permet à chacun d'exprimer ses opinions. Soit un nom en plus qui est le sien, et moi c'est ça que j'aime bien. Bah, moi aussi, qui est un nom que le sien. Tu vois, je prends très peu la parole sur les 3 autres profils que j'ai parce que c'est un peu biaisé, tu vois. Et c'est pas l'objectif en fait. Je vais pas créer de vraies prises de parole avec ces profils-là. Et surtout de comprendre aussi le monde qui bouge. En entendant les arguments des autres, des fois tu te dis ah ouais.
il y a ça qui se passe. Tu peux changer d'avis. Il y a des prises de conscience aussi, tu vois, sur la diversité, l'inclusion, ça, le fait que les paroles aussi bougent, se libèrent en France, c'est plutôt chouette. Aux États-Unis, c'est un peu plus compliqué en ce moment, tu vois. Donc, je trouve ça effectivement intéressant. Et puis après, je dis, s'il y a quelqu'un qui te plaît pas, déjà, limite, tu le suis pas. Hein, t'es pas obligé de suivre le tourneur. Enfin, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Et puis, tu peux aussi nettoyer ton flux. Tu sais, quand tu reçois un poste, tu as les 3 petits points, tu peux dire, tiens, ces postes-là m'intéressent pas, sans bloquer la personne, ça m'intéresse pas, et l'algorithme, il apprend à te connaître, et il va réduire le nombre de postes de cette personne ou ce type de contenu. Voilà, et tu as aussi le flux que tu mérites quelque part. Je pense que l'algorithme, c'est aussi à chacun de lui expliquer ce que t'aimes et ce que t'aimes pas, pour qu'il soit de plus en plus pertinent pour toi, quoi. Écoute, Florent, le temps tourne et on arrive déjà à la fin de l'épisode. C'est passé trop vite. Juste une dernière question que je voudrais te poser. Donc, mais maintenant, aujourd'hui, tu es entrepreneur. Tu as lancé donc plusieurs sociétés avec succès. Quel serait pour toi un peu le conseil pour un ou une RH qui veut se lancer à son compte? Donc, moi, je fais toujours la différence au freelance entrepreneur. Pour un freelance, tu vends ton temps. Que entrepreneur, tu lances un projet avec une vision commune. Et donc, pour moi, c'est vraiment j'aime bien ta différence. Deux typologies un peu différentes. Mais l'un n'est pas mieux que l'autre. Hein, chacun fait ce qu'il veut. Exactement. Il n'y a pas de jugement. Mais pour toi, même pour les deux modes de fonctionnement, qu'est-ce qui pour toi est le plus important? Il y a des points communs. C'est déjà, si vraiment quelqu'un en a envie, il faut y aller. Parce qu'on peut toujours trouver des freins. À la limite, surtout de ne pas demander des conseils à des gens de son réseau proche qui n'ont jamais été freelance ou entrepreneur, parce qu'ils vont te dire, ah là là, mais t'es sûr, tu quittes un CDI, oh là là, t'as vu le marché, machin. Mais ils vont projeter ses propres peurs, donc surtout pas les écouter. Je pense qu'il faut beaucoup s'écouter soi, croire en soi, avoir confiance en soi et se dire, j'y vais. Tout le monde a des compétences, tout le monde a des choses à proposer, que ce soit effectivement en mode freelancing ou en mode entrepreneurial. Et puis ensuite se dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de proposer? De partager. Souvent on dit, j'ai pas l'idée, mais c'est pas tant l'idée en fait. Toi, nous, quand on a créé un cabinet de recrutement, c'est pas l'idée de l'année de créer un cabinet de recrutement. Hein. Oui, c'est classique. Voilà, en soi, waouh, ils sont trop innovants. Mais par contre, on a repensé le parcours candidat que nous, on voulait faire vivre à nos candidats dans ce cabinet. Donc, en fait, je pense que là, il y a plein de choses à faire. Quand on a créé We Feel Good, une agence par employeur, on a des compétiteurs, mais ils ont chacun leur ADN. Et c'est ça qui va faire la différence ensuite. Et donc ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, je pense qu'il faut prendre la parole. Alors là, encore plus, si tu deviens entrepreneur, freelance. Pour toi, c'est aujourd'hui un élément. C'est juste. Mais il y a plein de manières de prendre la parole. Ça peut être LinkedIn, ça peut être Instagram, ça peut être TikTok, ça peut être des confs, ça peut être du podcast. À chacun de trouver son ADN. Moi, c'est plutôt du LinkedIn plus du podcast. Moi, c'est ce que j'aime aujourd'hui. Le CEO un peu influenceur. Ouais, ça, je pense que c'est fondamental aujourd'hui. En tout cas, c'est une vraie conviction. Je sais pas si tu suis Rassem de Legal Place. Si, voilà. Ouais, en fait, je trouve que c'est un bel exemple, tu vois, de CEO influenceur. Il faut oser prendre la parole. Oser peut-être se dire, les gens vont pas tous adhérer, c'est pas grave. De toute façon, tout le monde peut pas être ton client, donc c'est pas non plus la fin du monde. Surtout quand t'es freelance en plus, de toute façon tu vends du temps, donc à un moment tu vas pas avoir 10 000 clients. Hein. Donc non mais à moins que non, c'est pas possible. Tu tournes à la Red Bull, mais voilà. Okay. Donc de toute façon. Prendre la parole pour toi, c'est. Il faut incarner ton entreprise quand tu es entrepreneur. Et puis, dernière chose, c'est qu'il faut être curieux. Bien sûr, il y a la résilience et tout ça, mais il faut être curieux, faut s'intéresser, faut écouter. Il y a plein de podcasts sur l'entrepreneuriat qui sont très chouettes. Je pourrais citer Serial Entrepreneur, qui est un super podcast qu'il faut écouter si tu as envie d'entreprendre, par exemple. Et il y en a des dizaines d'autres. Et je pense que ça, c'est important. De toujours effectivement moi j'écoute des podcasts mais pas que des podcasts RH par exemple, tu vois. Ah ouais, moi aussi, parce que j'ai tourné en boucle au bout d'un moment, tu vois. Donc j'ai besoin d'écouter des podcasts sur j'écoute des podcasts sur le SEO en ce moment. Ça me passionne, tu vois. Je me dis qu'est-ce que je pourrais améliorer, etc. J'écoute des podcasts sur comment faire des podcasts. Pourtant, en fait tu te tiens toujours à jour à la pointe de ce que tu veux faire. Je pense que faire sa veille, qu'on soit d'ailleurs RH, qu'on soit freelance, qu'on soit entrepreneur, je pense que c'est indispensable aujourd'hui, quoi. Écoute, merci Florent. En tout cas,
je dis un grand merci de la part, en tout cas, de toute la communauté RH pour tout ce que tu fais, tout ce que tu... Voilà, c'est tellement riche. On va te retourner le aussi, merci. Hein. Mais aussi d'apprendre de toi qui grandit, qui partage énormément dans la communauté. Mais j'espère en tout cas que les personnes, voilà, grâce à cet épisode, te connaissent un peu mieux sur qui tu es, sur qu'est-ce que tu fais, ta vision, ta mission en tout cas avec We Feel Good, qu'on aura aussi l'honneur d'avoir cette année aussi comme partenaire au Festival RH. Donc un grand merci à toi pour ton temps. Avec plaisir. Et que les personnes n'hésitent pas à te suivre, en tout cas sur LinkedIn. Et peuvent me contacter. Et te contacter. Avec plaisir. Voilà. Bon, super. Merci Florent. Merci Maud, à bientôt. À bientôt.